Depuis des décennies, Amanda Lear est une figure mystérieuse, talentueuse et sujette à la spéculation. De ses débuts surréalistes dans le monde de l'art à son règne en tant que reine du disco, sa vie a fasciné les fans et les critiques. Mais aujourd'hui, à 85 ans, Amanda a fait une confession qui a stupéfié tout le monde. Était-ce à propos de son passé, de ses relations, ou de quelque chose qui la suit depuis des années? Commentez ci-dessous avec un 1 si vous pensez que c'est à propos de ses origines, ou un 2 si vous croyez que c'est à propos de sa carrière et de sa vie personnelle. La vie d'Amanda Lear a toujours été entourée d'intrigues. Est-elle née l'année qu'elle prétend? Salvador Dali a-t-il vraiment façonné sa carrière? Ou leur relation était-elle tout autre? Bien sûr, les rumeurs persistantes, celles qu'elle a longtemps déviées avec esprit des charmes. Mais maintenant, après toutes ces années, Amanda a décidé de répondre à ce que beaucoup ont soupçonné. Non pas par le mystère ou l'humour, mais par une révélation honnête. Alors, qu'a-t-elle finalement admis? Et pourquoi maintenant? Serait-ce une vérité cachée depuis des décennies? Ou est-ce que simplement Amanda qui prend le contrôle de sa propre histoire? Une fois pour toutes? Continuez à regarder pour le découvrir. Une énigme aux prémices paradoxales. Les débuts de la vie d'Amanda Lear et ses premières années sont entourés de mystères. Et la chanteuse elle-même a fait des commentaires qui sont en opposition directe les uns avec les autres concernant ses origines. Tout au long de sa vie, Amanda Lear a divulgué divers récits sur sa date de naissance, le lieu de sa naissance et ses parents, ce qui a donné naissance à un personnage à la fois énigmatique et intéressant. Même son époux de longue date, Alain Philippe, ignorait l'année de sa naissance, sa date et son lieu de naissance, le sexe qui lui a été attribué à la naissance, les nationalités de ses parents et le lieu où elle a passé sa jeunesse sont quelques-uns des nombreux détails qui ont été jugés litigieux. Amanda Lear est née soit le 18 juin 1939, selon la Bibliothèque nationale de France, soit le 18 novembre 1939, selon la Gemma. La majorité des sources s'accordent à dire qu'elle est née avant 1939. D'un autre côté, elle serait née entre 1940 et 1950. Lors d'une interview accordée en 2010 au quotidien français Libération, Lear a présenté sa carte d'identité, sur laquelle il était indiqué qu'elle était née le 18 novembre 1950 à Saigon, selon Georges-Claude Gilbert, un scientifique qui a enquêté sur la biographie de Lear. La majorité des biographes pensent qu'elle est née en 1939, bien que certains d'entre eux puissent affirmer qu'elle est née une autre année. La question de l'endroit où est née la reine Lear est tout aussi difficile à résoudre. Il est courant de faire référence à Saigon, aujourd'hui connu sous le nom de Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, et à Hong Kong comme étant les destinations les plus réputées. D'autre part, Lear affirmait que non seulement Singapour, mais aussi la Suisse et même la Transylvanie étaient ses lieux d'origine. Elle a été élevée comme enfant unique par ses parents, qui ont fini par divorcer, selon les récits qui ont été rendus publics. Son père était un officier de l'armée française. Selon la majorité des sources, y compris son acte de mariage du bureau d'état civil de Chelsea, qui a été délivré en 1965, cependant, Madame Lear elle-même a déclaré que sa mère était d'origine russe. Son père était d'origine britannique, tandis que sa mère était d'origine française ou asiatique, selon certains documents. Tab est le nom qui figure sur son acte de naissance auprès du General Register Office for England and Wales, ce qui ajoute à l'incertitude qui existe déjà. Les récits que Lear fournit sur son enfance sont tout aussi variés que les faits qu'elle fournit sur ses origines. Elle a déclaré avoir passé son enfance dans le sud de la France et en Suisse, et avoir également séjourné à Nice, Londres et Paris. Selon les rapports, elle a pu acquérir un certain nombre de langues pendant son adolescence, notamment l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, qu'elle a toutes utilisées par la suite dans sa vie professionnelle. Les linguistes ont découvert que Lear a un accent français lorsqu'elle parle anglais, ce qui est un trait qui peut également être observé dans son chant. Dans un article publié le 24 décembre 2000, The Guardian a résumé la vie de Lear et a mentionné qu'elle affirmait que sa mère était d'origine anglaise, française, vietnamienne ou chinoise, et que son père était d'origine anglaise, russe, française ou indonésienne.
Les lieux de naissance d'Amanda Lear ont été énumérés dans le journal, allant de Hanoï et Hong Kong à Saigon. Et la publication a également mentionné qu'elle avait précédemment affirmé qu'elle était originaire de Transylvanie. La question de savoir si le roi Lear est né garçon ou fille est une autre question fréquemment soulevée dans les discussions. Au fil des ans, Amanda Lear a fait des affirmations qui se contredisent, ce qui a conduit au mystère entourant son année de naissance et son origine. En 1976, elle a déclaré à la télévision allemande que sa mère était russe et son père britannique, et que tous deux étaient décédés. Quelque temps plus tard, elle révéla que sa mère était d'origine française. En 1987, elle déclara à la télévision française qu'elle était née en 1946. Cependant, l'année suivante, elle cita le 18 novembre 1946 à Hong Kong comme date de naissance à la télévision italienne, ce qui contredisait les informations précédemment fournies à propos de Saigon. À partir des années 1990, elle a commencé à affirmer qu'elle était née en 1950. En 2000, elle a présenté une pièce d'identité portant la date du 18 novembre 1950 et délivrée à Saigon. Ce récit a été corroboré par son autobiographie, qu'elle a publiée en 2009. Mais, en 2014, elle a de nouveau cité Hong Kong comme lieu de naissance. Suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2016 de rejeter toutes les preuves qu'elle avait présentées comme erronées, d'autres hypothèses ont été émises. En 2020, elle a répondu qu'elle avait 74 ans, ce qui suggérait qu'elle était née en 1946. Cependant, son site web indiquait toujours qu'elle était née en 1950. Les récits de Lear contiennent un certain nombre d'incohérences qui ne sont pas des erreurs. Par souci d'intrigue, elle a révélé qu'elle avait délibérément semé le doute sur son passé et a déclaré que c'était la prémisse pour être intéressant. Gino Castaldo Lear, un critique musical italien, a fait une comparaison avec David Bowie dans un documentaire sorti en 2022. Il a affirmé que les deux artistes ont brouillé les frontières entre réalité et fiction dans leur carrière et ont transformé leur vie en œuvre d'art. Castaldo estime que cette ambiguïté intentionnelle était une tactique contemporaine et efficace qui a joué un rôle crucial dans la popularité de King Lear. Certains aspects de la jeunesse de la reine Lear semblent demeurer inchangés, malgré le fait que ses secrets soient gardés. Dans sa déclaration, elle a affirmé avoir fait ses études au couvent des Ursulines à Genève. C'est en 1968 qu'elle a accordé une interview à TV Sorrisi Canzoni dans laquelle elle a décrit sa mère comme étant d'origine mongole et a raconté comment elle et son frère vivaient dans un petit village des Pyrénées. En 1987, elle a révélé dans un épisode de l'émission Le Divan que sa mère était apparentée aux Mongols. En outre, Lear a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était pas citoyenne française, mais plutôt citoyenne britannique. Une affirmation qu'elle a réitérée dans des interviews en 2019. Il existe un certain nombre de récits contradictoires et de narrations changeantes concernant la jeunesse et l'origine d'Amanda Lear, qui restent un mystère. Le fait qu'elle vienne d'un passé mystérieux, qu'il soit ou non fictif, a joué un rôle important dans la formation de son personnage public unique en son genre. L'acte de brouiller la frontière entre réalité et fiction est une composante essentielle de l'art, comme elle l'a elle-même déclaré. L'utilisation de cette méthode a non seulement suscité des spéculations, mais a également permis de garantir que la mystique du roi Lear continuera d'être une composante essentielle de son héritage. Percer le mystère de l'identité de genre. Pendant plusieurs décennies, le mystère entourant l'identité de genre d'Amanda Lear a captivé l'attention du grand public et des médias. Cette fascination a été alimentée par une combinaison de conjectures, d'allégations et d'ambiguïtés délibérées. Beaucoup de gens ont émis l'hypothèse que Lear était soit une drag queen, soit une femme intersexuée, depuis le début de sa carrière de mannequin et de chanteuse. Ces spéculations circulent depuis un certain temps. Ces rumeurs ont non seulement été commentées par Salvador Dali, qui a joué un rôle important dans la jeunesse de Richard Lear, mais elles ont également été relatées dans diverses biographies de personnes qu'elle a rencontrées, notamment dans le livre d'Ian Gibson sur Dali. Interrogée sur ces allégations lors d'une interview en 1976, Lear a réagi en les qualifiant de concepts farfelus de journaliste.
Dans une déclaration ultérieure, elle a déclaré que l'histoire avait peut-être été perpétuée par Dali ou peut-être par elle-même, dans l'intention de conférer à son identité un air de mystère. Elle a déclaré dans une interview avec Mara Vigné en 2018 qu'elle avait délibérément laissé les rumeurs se poursuivre, ce qui est un autre exemple de la façon dont l'utilisation stratégique de l'ambiguïté par Lear a perduré tout au long de sa carrière dans l'industrie musicale. Ce n'était pas seulement parce que j'étais provoqué, mais aussi parce que je n'avais pas de vraie voix et que je ne savais pas chanter. Elle a déclaré que j'agissais comme si j'étais un homme. En cultivant un air d'ambiguïté sexuelle, j'ai pu me construire une image publique attrayante. Bien qu'elle ait rejeté les allégations, celles-ci ont continué à être formulées, et d'autres médias ont publié ce qu'ils disaient être des preuves de l'identité antérieure de Lear. Des copies supposées de l'acte de naissance de Lear ont été publiées dans des journaux français, britanniques et italiens des années 1960 et 1976, ainsi que dans des articles plus récents. Selon ces publications, le nom de naissance de Lear était Alain Maurice Louis René Tape, et sa date de naissance était le 18 juin 1939 à Saigon. Dans certaines publications, il y avait même des images qui montraient prétendument le roi Lear avant qu'il ne subisse un probable changement de sexe. Le mythe a reçu une attention particulière lorsque David Bowie, qui s'était inspiré de The Rocky Horror Picture Show, a qualifié Lear de travesti transgenre de Transylvanie afin de promouvoir ses premiers albums. C'est Lear elle-même qui a reconnu la responsabilité de Bowie dans la diffusion de ces histoires, et elle a déclaré que ces remarques faisaient partie de la campagne publicitaire. Lear a publié une déclaration sur son site officiel ainsi que sur celui de sa maison de disques, Ariola Records, affirmant qu'elle était responsable de cette publicité controversée. And Outer. Le récit a été encore plus embrouillé par les histoires de ses contemporains. Mary Quant, une styliste, a écrit une autobiographie dans laquelle elle a détaillé un événement qui s'est produit lors d'une tournée de mannequins aux États-Unis dans les années 1960. Les autres mannequins ont refusé de partager une chambre avec Lear et ont affirmé qu'elle était d'un sexe différent. Une chanteuse allemande nommée Evelyn Kunneke a déclaré dans ses mémoires que King Lear était connu sous le nom d'Alain Tape et qu'il se produisait à Berlin sous le nom de Peaky Doslow au cabaret chez nous. Kunneke était membre de la communauté musicale allemande. Lear, qui était connu sous le nom d'Alain T à l'époque, était une jeune artiste talentueuse qui avait subi une opération chirurgicale réalisée par Georges Bureau à Casablanca, selon les mémoires rédigées par l'artiste transgenre Coccinelle, qui avait également subi sa propre transformation de genre. Coccinelle mentionne également Lear dans ses mémoires. Sur les photographies prises à cette époque, on peut voir Lear dans le milieu du cabaret transgenre aux côtés de Coccinelle et d'autres personnes. Elle a pu se construire une figure mystérieuse qui vivait de l'intérêt du public pour son identité, grâce à son portrait en muse de Salvador Dali et en star en herbe de la scène artistique et musicale. Cela lui a permis de développer un personnage qui n'avait pas d'identité claire. Comme Lear l'observera plus tard, j'ai prêté une grande attention aux recommandations de Dali. C'était un individu brillant. Il m'a informé sans équivoque que j'étais une mauvaise chanteuse et que j'avais besoin de quelque chose de spectaculaire pour attirer l'attention. Il faisait référence à la promotion de ma profession. Grâce à cette méthode, nous avons pu construire la figure reconnaissable d'Amanda Lear. De plus, dans ces dernières années, Lear a remis en question son identité en utilisant l'humour et le mépris. Elle a réfuté les affirmations selon lesquelles elle aurait inventé une excellente journaliste lors d'une émission de discussion diffusée à la télévision allemande en 1976. D'autre part, elle a révélé dans d'autres interviews qu'elle avait délibérément omis certains éléments afin de préserver l'attrait de son personnage public. Il ne fait aucun doute que le secret entourant l'identité sexuelle d'Amanda Lear a joué un rôle important dans son succès prolongé. Cela peut être le résultat d'un marketing délibéré, d'un malentendu ou d'une combinaison de vérité et d'imagination. Une histoire d'amour fictive qui transcende toutes les frontières. Il est possible que la relation d'Amanda Lear avec Salvador Dali ait été la phase la plus audacieuse et la plus excitante de son parcours romantique. Elle a mêlé l'art, l'excentricité
et un lien profond et compliqué qui a duré plus d'une décennie tout au long de sa relation, qui a commencé dans les années 1960 et a marqué un tournant dans sa vie. Leur relation a duré plus d'une décennie. Amanda, qui n'avait alors que 18 ans, était une jeune étudiante aux Beaux-Arts de Paris lorsqu'ils ont commencé leur relation. Le célèbre peintre surréaliste espagnol Salvador Dalí était déjà une personnalité connue dans les années 1960. Il était réputé pour son excentricité et son approche controversée de l'art et de la vie. Lors de leur rencontre, qui eut lieu au château, une boîte de nuit chic de Paris, Dalí, qui était un fan de l'extravagant et de l'anticonformiste, fut immédiatement captivé par la beauté extraordinaire d'Amanda. Ce commentaire étrange et apparemment inhabituel la laissa perplexe pendant un bref instant, comme elle le dit par la suite dans des interviews. Et elle se dit « Was für ein Idiot ». Als Dalí, connu pour être un provocateur, aurait déclaré à Amanda « Tu as la plus belle sculpture que j'ai jamais vue ». Cette introduction étrange, en revanche, semble stimuler un plus grand niveau de curiosité entre les deux. Dans une interview accordée en 2015 à Vanity Fair France, Amanda a évoqué l'attrait inhabituel de Dalí et sa tendance à réciter de la poésie, en particulier des paroles de Garcia Lorca. Il reliait ses poèmes à la mélancolie de Dürer, ce qui renforçait encore le lien magnétique qui existait entre les deux artistes. Amanda se retrouva très vite attirée par le monde surréaliste, artistique et mystique de Dalí, bien qu'elle n'ait pas d'abord compris toute l'étendue des complexités présentes dans sa vie. D'un autre côté, Dalí n'était pas du genre à se comporter en fonction de ses sentiments. Gala Dalí, son épouse et muse, qu'il avait épousée en 1930, était sa femme depuis leur mariage. Gala, qui avait auparavant eu une relation amoureuse avec le poète Paul Éluard et le peintre Max Ernst, joua un rôle important dans la vie de Dalí, tant sur le plan artistique que personnel. Amanda découvrit rapidement qu'il n'était pas facile de gagner l'approbation de Gala et que pour faire partie du monde de Dalí, elle devait obtenir celle de Gala. Dans les instants précédant sa rencontre avec Gala, Dalí, connu pour son côté théâtral, fournit à Amanda une série d'instructions. Elle n'est en aucun cas une femme simple. Tu dois laisser une impression favorable. Porte une petite jupe. Maquille tes yeux d'un violet et coiffe tes cheveux en banane. C'est avec ces remarques que Dalí a établi le cadre de ce qui allait devenir plus tard l'une des relations les plus singulières et les plus intéressantes de l'histoire de l'art et de l'amour. Après avoir rencontré Gala pour la première fois, Amanda a été surprise par le fait qu'elle était une personne frigide. Gala, qui était à la fois âgé et raffiné, souffrait fréquemment de divers problèmes de santé, tels qu'une toux chronique et une sensibilité à la fumée. Par conséquent, elle ouvrait fréquemment la fenêtre de la maison de Dalí afin d'expulser la fumée et de purifier l'air. Il lui arrivait souvent de se plaindre des personnes qui l'entouraient, affirmant qu'elles avaient une odeur nauséabonde. Pendant ce temps, Dalí présentait Amanda avec beaucoup d'enthousiasme et faisait remarquer « Laissez-moi vous dire qu'elle est absolument magnifique. Faites demi-tour et partez. » Il est essentiel de la voir à la lumière du soleil. Une connexion a commencé à se développer entre Amanda et Dalí, en particulier malgré l'étrangeté de la situation. L'amour au sens conventionnel du terme n'était pas ce qu'il était. Il s'agissait plutôt d'une relation à la fois intellectuelle et spirituelle. Amanda, qui avait une formation à la fois dans la mode et dans l'art, était captivée par l'excentricité de Dalí. Dalí, quant à lui, trouvait en Amanda une source d'inspiration et la désignait souvent comme la personnification de la beauté et de l'art. Au cours de leur vie commune, leur amitié s'est transformée en un partenariat à trois qui n'était pas traditionnel. Bien que l'expression ne soit pas couramment utilisée à l'époque, les trois individus se sont réunis pour construire une communauté d'existence façonnée par leur compréhension commune. Amanda a séjourné chez Salvador Dalí pendant une longue période au cours de l'été, dans sa maison de Portliga, en Catalogne, en Espagne. Elle vivait de manière indépendante à Pobol, à quelques kilomètres de là, afin de pouvoir mener sa propre vie tout en étant une figure constante dans les rêves créatifs de Dalí et d'Amanda. C'était le cas malgré le fait que Gala était parfois là. Cependant, au fil du temps, la dynamique qui existait au sein de la relation triangulaire a commencé à changer.
La vie de Gala avec Dali devenait de plus en plus frustrante et, par conséquent, l'harmonie parfaite qui avait été présente a commencé à se désintégrer. Gala exprima ses regrets à Amanda après avoir été mariée à lui pendant plus d'un demi-siècle, déclarant qu'elle était triste de devoir s'occuper de l'artiste vieillissant, qui n'était plus l'amant charmant, mais plutôt le vieil homme qui avait besoin d'une attention continue. Après 50 ans de mariage, Amanda se souvient que Gala l'avait informée. « Je ne peux plus avoir de relations sexuelles avec ce vieil homme qui ne peut rien faire. » Amanda est incapable d'avoir des relations sexuelles avec lui. De plus, elle a admis à Amanda qu'elle avait depuis longtemps accepté son rôle de gardienne et de muse de Dali, mais que cela l'avait épuisée. Et tu, malgré le fait que Gala ait insisté pour qu'il en soit autrement. Alors que Dali appréciait la compagnie de célébrités hollywoodiennes telles que Marilyn Monroe et Frank Sinatra, Gala était souvent relégué au second plan. Gala en avait assez de jouer le rôle de Dali, qui était entouré de stars d'Hollywood. Un moment chargé d'émotions s'est produit lorsque Gala a contraint Amanda à faire le vœu solennel à la jeune femme noire de Kazan qu'elle épouserait Dali après sa mort. D'autre part, alors que la carrière d'Amanda commençait à décoller, elle s'est éloignée des Dali. Sa carrière de chanteuse a décollé après ses performances au Palace et la sortie de ses disques, qui ont tous deux attiré l'attention de ses légions d'admirateurs dévoués. Cependant, cette réussite a eu un coût. Gala, connu pour son esprit critique, remarqua la voix d'Amanda et fit la remarque suivante. « Tu chantes comme un chauffeur qui a trop bu, et personne ne comprend ce que tu dis. » Amanda s'était déjà éloignée du monde du surréalisme et de Dali lorsque Gala décéda en 1942. Il y eut une dernière occasion où Amanda rendit visite à Dali avant sa mort. Cependant, la rencontre fut assombrie par les efforts de Dali pour dissimuler les signes de vieillesse devant elle. Comme il ne voulait pas qu'Amanda soit témoin de sa fragilité, leur dernière rencontre se déroula dans l'ombre. La dévotion d'Amanda à Salvador Dali a continué d'être une composante essentielle de sa vie, en dépit des bizarreries et des complications qui ont caractérisé leur relation. Leur lien a transcendé les frontières des relations amoureuses traditionnelles et a évolué vers quelque chose de plus profond, ainsi que d'intellectuel et de spirituel. Amanda, qui était la confidente et la muse de Dali, a non seulement joué un rôle important dans sa vie, mais a également participé à ses tentatives artistiques. Elle était une figure importante dans sa vie. Un certain nombre de ses œuvres, telles que le rêve d'hypnose et tête explosée, l'ont incluse en tant que modèle. De plus, elle a collaboré avec lui sur un certain nombre de projets artistiques, comme un immense collage pliable de plus de 2 mètres de large. Le partenariat entre Amanda Lear et les surréalistes lui a permis de garantir sa place dans l'histoire créative des surréalistes tout en lui permettant de développer sa propre carrière dans le domaine de la musique et du divertissement. Son histoire, pleine d'excentricité, de passion et d'originalité, continue d'être l'un des épisodes les plus intrigants de l'histoire de l'art moderne. La nature de leur relation était telle qu'elle défiait les limites des relations normales et réunissait l'amour, l'amitié et la coopération artistique d'une manière que seuls quelques privilégiés peuvent même imaginer. Une quête sans fin de l'amour romantique. Le fait qu'Amanda Lear ait été impliquée dans un certain nombre de relations amoureuses tout au long de sa vie témoigne du fait qu'elle est une personne à la fois énergique et audacieuse. La trajectoire de sa carrière artistique a été intimement liée à ces liens, qui ont persisté pendant des décennies, et ils ont laissé une empreinte indélébile sur sa vie personnelle et professionnelle. Amanda Lear avait déjà commencé ses études artistiques à la St. Martin's School of Art de Londres lorsque les années 1960 ont fait leur apparition ici, au Royaume-Uni. Pendant la période où elle était engagée dans le milieu bohème du swinging London, elle est entrée en contact avec Morgan Paul Lear, un étudiant en architecture écossais qui avait alors 20 ans. Amanda, qui avait alors 26 ans, travaillait à l'obtention de la nationalité britannique et estimait que le mariage était le moyen le plus simple d'atteindre cet objectif. Elle travaillait dans ce but. On raconte qu'elle a rencontré Morgan Paul Lear pour la première fois dans un pub de Notting Hill et qu'elle est tombée amoureuse de lui immédiatement après l'avoir rencontré. Après leur mariage le 11 décembre 1965, Amanda tapped Devon Amanda Lear.
Le mariage eut lieu en 1965. La vie d'Amanda prit un tournant pour le pire, ce qui aboutit finalement à la séparation du couple, qui fut un grand tournant dans sa vie. La vie d'Amanda a finalement été détruite. En 1967, Amanda Lear avait mis fin à sa relation avec Morgan Paul Lear et était amoureuse de Brian Jones, l'un des membres fondateurs des Rolling Stones. Il était également membre du groupe. Leur relation était fortement influencée par la musique et l'élégance qu'ils partageaient. Par le passé, ils se retrouvaient dans les lieux les plus connus de l'industrie des arts du spectacle à Londres. Amanda Jones est immortalisée par les Rolling Stones à travers la chanson Miss Amanda Jones, qui figure sur l'album Between the Buttons. L'auteur-compositeur de la chanson est connu sous le nom de Brian Jones. En plus de faire de sa brève idylle un événement majeur de l'histoire de la musique, les paroles de la chanson faisaient référence à ses attributs exceptionnels et aux choix élégants qu'elle faisait. Au cours des années 1960, les relations amoureuses d'Amanda Lear ont connu une phase de transition. C'est à l'époque où elle travaillait comme mannequin pour des maisons de couture, renommées telles que Jean Patou et Paco Rabanne, qu'ils ont commencé une relation amoureuse. À cette époque, son amant était Bryan Ferry, que l'on peut qualifier de mystérieux leader du groupe de glam rock Roxy Music. Amanda n'était pas seulement la source d'inspiration de Bryan, elle était aussi la sienne. Lorsqu'elle est apparue sur la couverture emblématique du deuxième album de Roxy Music, For Your Pleasure, elle portait une laisse de panthère, un bustier en cuir noir et des chaussures à talons aiguilles. En 2000, l'album a été rendu public. Cette image captivante l'a non seulement propulsée au premier plan de l'industrie musicale, mais elle a également attiré l'attention de David Bowie, une autre grande personnalité du monde de la musique. Amanda Lear a d'abord attiré l'attention de David Bowie à la suite de la couverture de For Your Pleasure, qui a été la première chose à susciter son intérêt pour elle. Intrigué par son regard mystérieux, il est parti à la recherche de connaissances communes, dont Marianne Faithfull, afin de créer une introduction. Amanda a déclaré par la suite que sa première rencontre n'avait pas été particulièrement spectaculaire. Michael Jackson et David Bowie étaient plus intéressés par une conversation avec elle à propos de musique que par une conversation avec elle en personne. Leur relation, en revanche, s'est renforcée une fois que Bowie a déménagé à Chelsea et, par conséquent, s'est rapproché de l'appartement d'Amanda. Cela les a rapprochés. Malgré le fait qu'il était marié à Angie Bowie à l'époque, David Bowie a entretenu une relation amoureuse importante avec Amanda pendant toute cette période. Il a eu un impact considérable sur sa carrière créative et l'a comblé de cadeaux attentionnés, notamment de sous-vêtements intimes. Il a également eu une influence majeure sur sa profession. En outre, il s'est avéré être un énorme obstacle pour elle. David Bowie a accompli deux choses pour Amanda. Lui donner confiance en sa capacité à réussir en tant que chanteuse et l'encourager à poursuivre son talent musical. Bowie a insufflé cette conviction à Amanda. Grâce à ce soutien, Amanda a pu créer son premier album en 1975. Ce disque a finalement abouti à la sortie de sa chanson révolutionnaire, Blut und Honig, qui a marqué le début de sa carrière de musicienne. En réponse à une question sur l'influence que Bowie a eue sur sa vie, Amanda, tout en pensant aux liens qui les unissaient, a reconnu son affection pour Bowie. Elle a admis qu'il était un bon amant et qu'il avait modifié son estime de soi. C'est quelque chose qu'elle a fait. Elle a reconnu qu'il avait accompli ces deux choses. Interrogée sur l'influence que le soutien et la confiance de Bowie en ses capacités avaient eue sur son développement créatif et personnel, Amanda a déclaré que c'était assez important. De plus, elle a déclaré que Bowie était la personne qui lui avait donné confiance en ses propres capacités. Leur relation était non seulement passionnée, mais aussi transformatrice, et elle a eu un effet indélébile sur le parcours d'Amanda vers la célébrité. C'était une relation qui ne sera jamais oubliée. Alain-Philippe Malagnac, qui avait auparavant travaillé comme secrétaire pour le romancier Roger Péreffit, devient le compagnon d'Amanda Lear en 1968. Malagnac avait auparavant travaillé pour Péreffit au début de sa carrière. Malgré le fait que le mariage qui avait eu lieu en France n'était pas reconnu, le couple décide de se marier à Las Vegas le 13 mars 1969. Pendant plus de 20 ans, ils ont élu domicile à Saint-Étienne-du-Grès, près d'Avignon. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000, un incendie s'est déclaré dans leur maison.
entraînant la perte tragique d'Alain Philippe et de Didier Dufy, qui étaient présents sur les lieux. Ces deux personnes ont perdu la vie. Didier Dufy avait atteint l'âge de 33 ans au moment de cet événement tragique. Amanda a subi une perte dévastatrice à un moment de sa vie où elle traversait l'une des périodes les plus difficiles de son existence. Amanda entretenait une relation amoureuse avec Manuel Casella, un mannequin italien, presque immédiatement après la mort d'Alain Philippe. Manuel Casella était mannequin en Italie. Les deux individus ont été vus ensemble assez régulièrement jusqu'en 2008, date à laquelle ils ont décidé de se séparer. Pendant cette période, ils ont travaillé ensemble en tant qu'animateurs sur plusieurs émissions de télévision. La vie amoureuse d'Amanda est devenue un sujet de débat public après qu'elle a été présentée à des hommes plus jeunes comme Marco Piracini, Nicolo, Anthony Horns et Riccardo Perna. Cela a fait d'elle un sujet d'attention publique. Certains de ces hommes ont également été impliqués dans ses relations amoureuses. Amanda, d'une manière qui était conforme à sa propre mentalité, s'est distancée des jugements de la société et a affirmé qu'il fallait vivre le plaisir dans la vie au maximum. 2018 a été la fin d'une interview dans laquelle Amanda Lear a exprimé son plaisir de vivre seule. L'interview a été réalisée en 2018. Elle a déclaré « Je suis mariée depuis des années », ce qui indique qu'elle apprécie la liberté de vivre selon ses propres conditions. Je pense que c'est suffisant. C'est une expérience agréable de vivre seule, sans compagnie. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez, de boire ce que vous voulez et de regarder ce que vous voulez à la télévision. Et vous n'êtes pas limité de quelque manière que ce soit. Pour une courte période, c'est bien d'avoir une certaine expérience. Néanmoins, vivre ensemble, c'est un cauchemar dans la vraie vie. Le parcours d'Amanda, marqué par l'amour et la perte, est aussi coloré et captivant que la carrière qu'elle a bâtie au cours de sa vie. Elle est devenue un symbole de courage, de passion et de résilience grâce aux histoires qu'elle a racontées sur ses relations et celles qu'elle a eues. Ses relations amoureuses vont de brèves aventures d'un soir avec des rockers, célèbres à des unions à long terme avec des personnalités influentes du monde de la création. Les confessions d'Amanda Lear n'ont fait qu'accroître la fascination pour sa vie extraordinaire. Mais qu'en pensez-vous? Cela a-t-il changé la façon dont vous la voyez? Ou cela confirme-t-il simplement ce que vous croyez déjà? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires et d'informations exclusives. Merci d'avoir regardé.